Chers auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour. Ici Arnaud Dumouche pour notre émission « Est-ce que l'homme existe ?» Il s'agit d'une série d'émissions qui est consacrée à la connaissance de ce qu'on appelle la nature humaine. Ça veut dire ce qui est naturel à l'homme et ce qu'on ne peut que, avec risque, bafouer, au point d'en récolter souvent des fruits amers. Et aujourd'hui, je voudrais voir ce qu'on appelle la nature de la vie de l'esprit. Mais quand je parle de l'esprit, je ne parle pas ici de l'esprit au sens religieux du terme. Je parle de l'esprit au sens d'Aristote, le philosophe réaliste par excellence, qui enseignait dans l'Antiquité, à savoir cette intelligence capable de comprendre des choses qui dépassent le domaine matériel, et cet amour spirituel capable d'aimer au-delà des biens sensibles, visibles, palpables, d'aimer par exemple une personne, parce qu'elle est bien, parce qu'elle est honnête. Et c'est cette vie de l'esprit-là dont je voudrais étudier maintenant, à partir de ces rencontres, la nature. Et donc d'abord pour dire que on peut facilement distinguer cet esprit qui est le propre de l'homme du reste de la vie psychique de l'homme, à savoir cette vie sensible qui, elle, nous est commune avec les animaux. Je veux dire par là que si l'animal est effectivement capable d'actes intelligents pour se nourrir, pour se reproduire, il est par contre incapable de tout acte qui atteint des réalités non concrètes, non palpables. Pour l'expliquer, je voudrais rapporter un exemple. Une expérience qui avait été faite aux États-Unis dans les années 70. Une femme, préparant un doctorat en psychologie, voulait démontrer qu'il n'y avait en fait pas de rupture entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine. Que c'était juste une question d'éducation, de mise en condition. C'est d'ailleurs une recherche que les psychologues continuent de mener. Et quelquefois, ils en arrivent à ne plus voir les différences qu'il y aurait entre certains animaux supérieurs et l'homme. Souvent, s'ils n'arrivent pas à voir les différences, c'est parce qu'ils manquent d'outils philosophiques pour bien regarder l'objet de ces deux facultés, je veux dire l'intelligence humaine et l'intelligence animale. Elles n'ont pas le même objet. Et voilà donc cette femme, attendait un bébé et adopta en même temps une maman chimpanzé qui attendait, pour à peu près la même période, un petit chimpanzé. Et quand ils furent nés tous les deux, elle décida de les élever exactement de la même façon, aussi bien le petit bébé singe que le bébé humain. Et donc pour éviter de fausser l'expérience, elle ne s'exprimait avec eux qu'en langage des sourds-muets, donc avec des gestes, parce qu'elle savait très bien que organiquement le chimpanzé n'a pas la capacité de s'exprimer. Au début, elle constata que le bébé singe était bien plus performant que le bébé humain. À la naissance, le bébé singe il est capable d'attraper sa mère, de rester agrippé, de trouver la tétine tout seul. En comparaison, le bébé humain, si on le retourne sur le ventre, dans 1 centimètre d'eau, il pourrait à la rigueur se noyer. Il ne peut même pas soulever sa tête. Il est complètement dépendant de sa maman, parce que, vu la taille énorme de la tête humaine, il faut qu'il naisse précocement par rapport au singe. Et donc très vite, on voyait le singe qui dépassait largement les capacités du bébé humain, qui était capable très vite de ramener des petits objets. On lui demandait un objet rouge, il savait distinguer le rouge du vert, et il ne se trompait pas. Puis après, la dame pouvait même composer avec le singe. Par exemple, un bic rouge, un bic vert, un triangle rouge, un triangle vert, etc. Donc faire des compositions de choses que le bébé singe savait reconnaître. Et au bout d'un certain temps, il pouvait reconnaître 200 puis 300 mots, etc. Pendant ce temps, lentement, à son rythme, le petit bébé humain progressait. Et vers l'âge de peut-être 2 ans, 2 ans et demi, il rattrapa le niveau intellectuel du bébé singe. Quand je dis intellectuel, je parle bien de simplement cette capacité de faire des exercices, comme je l'ai indiqué là, des exercices concrets. Et puis voilà que, vers l'âge de 2 ans et demi, on retrouva un matin la maman singe qui était morte dans sa cage, toute dure,
et le bébé singe qui était avec elle. Et alors, évidemment, qu'est-ce que fait la maman humaine? Eh bien, elle explique au petit singe et au petit humain, en langage sourd-muet, que la maman singe est partie et qu'elle ne reviendra pas, mais que son esprit est parti au ciel. Et le petit singe, lui, il secouait sa mère pour la réveiller. Il ne comprenait pas puisqu'elle était là devant lui. Tandis que le petit bébé humain, il posa la question, et elle fait quoi au ciel? Et c'est où le ciel? Elle est avec les oiseaux? On constate là la rupture, je dirais le plafond de verre que les singes ne dépassent pas. Dès que la maman humaine expliqua aux deux qu'en fait elle ne voulait pas parler du ciel où sont les oiseaux, mais de l'endroit où sont les morts, où sont les âmes de ceux qui sont morts, eh bien le bébé singe n'arrivait pas à comprendre, puisque sa mère était là devant lui, tandis que le bébé humain comprenait. Il était capable déjà d'abstraire, c'est-à-dire de comprendre une réalité qui n'est pas faite seulement de matière, de choses qu'on peut dessiner. Eh bien voilà, par ce petit exemple-là, la différence qu'il y a entre l'esprit humain et le psychisme animal. L'esprit humain n'a pas le même objet. Il est capable d'atteindre des réalités qui dépassent le côté sensible, immédiat des choses. Et alors évidemment, si on demande quel est le propre de l'homme, à ce moment-là, on découvre énormément de choses. Est-ce qu'un singe peut rire? Moi je répondrais oui, le propre de l'homme n'est pas de rire. Mais le singe ne peut pas rire des mêmes choses. Par exemple, on me racontait l'histoire suivante. Un jour, dans un zoo, un grand chef singe était sur une branche haut perché et dominait sa troupe de sa puissance. Et la branche cassa. Il tomba et se retrouva les quatre fers en l'air. Et voilà que les autres singes, le voyant comme ça, vraiment, il semblait rire, avec des bruits, comme ça. Et le singe se redressa sur ses pattes, le chef, dans sa dignité, et leur lança un regard noir. Et aussitôt les rires s'arrêtèrent et chacun retourna à ses occupations. Donc le singe est capable de faire un rapport entre une situation de grandeur et le ridicule en même temps, à condition que ce soit sensible, visible, palpable. Par contre, si on raconte au singe une plaisanterie d'ordre spirituel, en rapport par exemple avec des concepts comme l'éternité, par exemple Saint-Pierre est dans l'éternité et voilà que, eh bien dès qu'on touche à quelque chose qui n'est plus du concret, il ne peut plus comprendre. Et on aura beau l'essayer de l'expliquer avec le langage des sourds-muets, il n'arrivera pas à atteindre cela. Alors il arrive à comprendre certaines petites choses abstraites, mais toujours de l'abstraction dans le domaine du concret. Je donne un exemple. Banane, pomme. Comprendre qu'il faut ramener un fruit, le fruit c'est une abstraction, c'est ni une banane ni une pomme, ça n'existe pas, c'est ce qu'il y a de commun entre les deux. Là le singe va comprendre, c'est du concret. Par contre, amitié, charité, qui sont deux actes d'amour, comme les deux se situent dans un domaine qui n'est plus du concret, c'est pas comme une pomme. L'amitié, ça s'attrape pas, ça se dessine pas. Le singe ne peut pas comprendre. Et nous, les hommes, on est capable de comprendre ce qu'il y a de commun entre les deux, à savoir des amours particuliers qui s'exercent différemment, l'amitié étant humaine, la charité étant théologale, donc religieuse. Et alors, on peut faire la même distinction pour ce qu'il y a de spécifique dans l'homme, dans l'esprit humain, par rapport à l'affectivité, c'est-à-dire la capacité d'aimer. Je veux dire par là qu'un animal est capable d'aimer. Il est capable de sentiments. On le voit bien avec les chiens. Si leur maître arrive, et quelquefois même, ils le sentent, presque par télépathie, on les voit qui se mettent à tourner dans la joie de son retour. Et si leur maître est décédé, leur maître qui était tout leur milieu, leur meute, leur vie entière, ils peuvent se laisser mourir de tristesse. Donc ils éprouvent des sentiments qui sont toujours semblables à eux-mêmes, fidèles, calmes, paisibles. Ils sont déterminés par leur nature à vivre normalement en meute. Et dans la meute, dans la nature, ils sont des animaux sociaux. Et dans la nature, il s'avère que leur meute est plus importante que leur vie. Et les petits aussi sont plus importants que leur vie. Et donc si un chien est dans un milieu familial humain, où il a sa place comme il le faut dans la meute, une place inférieure évidemment,
eh bien il est heureux. Il éprouve des sentiments pour sa famille, c'est vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui caractérise l'amour humain? L'amour humain, il est moins bien, puisque les hommes, dès qu'ils n'ont plus de sentiments, ils s'en vont. Ils sont capables du pire et du meilleur. On ne verra jamais un chien pratiquer le sadisme. Mais on ne verra jamais non plus un chien pratiquer la sainteté héroïque. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette façon d'aimer de l'être humain? Eh bien, on la découvre quand on n'éprouve plus de sentiments, justement. L'homme est le seul être qui est capable de continuer à aimer alors qu'il n'éprouve plus de sentiments. Et là, je sais comment nos auditeurs vont dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? On ne peut pas aimer sans sentiments. » Eh bien, c'est pas vrai. Ceux qui sont plus âgés savent bien ce que je veux dire. Le sentiment, c'est le plaisir, le cœur qui bat. On se sent bien avec une personne. C'est par exemple ce qu'on découvre lorsqu'on tombe amoureux et que l'amour qu'on a pour une jeune fille est tout neuf. Le problème, c'est que lorsque 60 ans plus tard, elle est devenue âgée, qu'on a fait toute sa vie avec elle, qu'elle nous a donné nos enfants, qu'elle a toujours été fidèle, présente, et qu'elle tombe malade, malade pour mourir, et que éventuellement elle perd la tête, elle ne nous reconnaît plus, eh bien, on verra deux sortes de comportements chez les hommes. Certains disent « c'est trop lourd à porter, j'ai plus de plaisir à être avec elle, elle ne me reconnaît pas », et ils l'abandonnent. Et certains disent, avec leur intelligence, « elle ne m'a jamais abandonné, elle a toujours été là, fidèle, ah on a eu des hauts et des bas, mais elle est ma femme, je ne l'abandonnerai pas et tant pis pour mes plaisirs. » Sentimentaux. Et ils vont la voir, et ils ne l'abandonnent pas, et ils sont présents chaque jour à l'hôpital. Eh bien cet amour-là, qui vient de l'intelligence qui dit « cette personne compte, pas ton plaisir, cette personne, elle », et qui fait qu'on y va. C'est ce qu'on appelle l'amour spirituel. Et Aristote l'appelait un amour volontaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sentiment. Mais il agit en acte, concrètement. Au point que certaines personnes qui avaient découvert ça disaient « il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la volonté d'aimer ». En fait, ils exagèrent. Et si on disait ça à des jeunes, ils seraient découragés. C'est une chose qu'on découvre au bout de toute une vie. En réalité, les jeunes, quand ils se mettent à aimer, sauf quand ils sont dans certains pays où les mariages sont organisés, ils veulent d'abord tomber amoureux, être attirés physiquement, et c'est normal. Mais ils auront tout un cheminement à faire. Par diverses étapes de leur couple, scène de ménage, ennui quotidien, pour arriver, s'ils veulent tenir toute une vie, à dépasser le sentiment et à se contenter au début de moments sentimentaux et physiques. Et puis quand ils seront devenus plus âgés, quelquefois, la simple confiance d'une vie qui a démontré les choses suffit. Donc voilà ce que c'est que l'amour spirituel. Donc on voit bien que l'homme possède quelque chose que l'animal n'a pas. Et ces deux facultés, son intelligence spirituelle, capable potentiellement de tout comprendre, mais aussi d'agir pour le bien qu'il a compris. Deuxièmement, sa volonté, capable de liberté, de choisir la finalité de sa vie. Voilà ce que c'est que l'esprit humain, et c'est propre à l'homme. Les animaux n'en ont pas. Les animaux, eux, ont une intelligence pour le concret, attraper une proie, se comporter bien dans le groupe, pouvoir séduire une femelle. Ils ont des sentiments, ça veut dire que un chien qui serait dans sa meute, ou un loup, on va dire, puisque les chiens sont d'anciens loups, qui serait dans sa meute, si la maman de tout le groupe, de toute la meute, se blesse à la chasse, et qu'elle devient un poids pour la meute, eh bien, à un moment donné, comme elle les énerve, ils n'ont plus de sentiments pour elle, elle est trop pesante. Eh bien, ils l'abandonneront, ou quelquefois ils la tueront. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aimer comme nous, en choisissant, en disant c'est notre mère, et au-delà de tout ce poids qu'elle va peser pour la meute, nous la choisissons pour ne jamais l'abandonner. Eux, ils aiment que sentimentalement. C'est comme ça qu'ils sont structurés. Du coup, puisqu'ils sont structurés pour éprouver des sentiments calmement pour leur meute tout le temps, eh bien ils restent fidèles à leur meute. Alors, ces considérations étant dites, il reste maintenant
à retourner sur le sujet et à se demander quelle est la nature de cet esprit humain, qu'est-ce qui peut l'épanouir et le rendre heureux. En gros, quel est le bien auquel il peut se donner après l'avoir choisi et qui va véritablement combler ses aspirations. C'est une vraie question. Mais avant d'y répondre, et ça sera peut-être l'objet de la rencontre suivante, je voudrais rappeler ce que c'est que être heureux, en me servant d'un psychologue suisse qui est décédé maintenant, mais qui était célèbre à son époque, qui s'appelle Piaget. Et Piaget, pour définir ce que c'est que le bonheur, disait « Le bonheur, ce n'est pas la béatitude, c'est pas la plénitude absolue de tout et tout va bien. Non, c'est quelque chose de plus neutre, de plus quotidien, de plus paisible, de plus modéré. » Et il disait, pour comprendre ce que c'est que le bonheur, finalement, il y a 3 sentiments qu'on éprouve quand on est heureux, quand on est épanoui. Et il dévoilait que ces sentiments, qu'il appelait les sentiments du moi, le moi c'est soi-même, s'incarnaient par rapport au fait qu'on est dans le temps. On est un être qui a un passé, on a eu une enfance, on est un être qui se projette dans un futur et on est dans le présent. Eh bien, un homme qui est bien, qui est heureux, par rapport à son présent, on dit que le sentiment qu'il éprouve, c'est une certaine autonomie. Il est stable, pas bien. Peu importe pour le moment d'où est-ce qu'il éprouve cette autonomie, ça sera l'objet de la prochaine rencontre. Mais c'est vrai que quand on éprouve une autonomie, qu'on est stable, qu'on n'est pas projeté en se disant l'herbe du champ d'à côté va être plus verte, qu'on n'est pas en train de rechercher quelque chose qui sera mieux demain ou quelque chose qui était mieux avant, qu'on est dans le présent stable, autonome, on est bien. À l'inverse, un homme qui ne serait pas équilibré dans son présent, puisque il n'y a que le présent qui existe, c'est un homme qu'il appelait aliéné. Aliéné du terme le lien, il est dépendant de quelque chose, toujours. On le voit par exemple chez nous, êtres humains, lorsqu'on est en vacances, on aspire à peut-être retourner au travail. Et lorsqu'on est au travail, on aspire à être en vacances. Et lorsqu'on est petit, on aspire à être grand. Et lorsqu'on est grand, on dit « Ah, quand j'étais petit, c'était mieux ». Donc l'aliénation par rapport à autre chose, une insatisfaction dans le présent, ça, c'est un signe que quelque chose n'est pas tout à fait heureux en nous. Et donc on l'éprouve tous. Il y a cependant des gens qui arrivent vraiment, par une philosophie paisible, à être heureux dans le présent. C'est ce que raconte Voltaire. Il disait, dans un conte, qu'un homme était parti très jeune, il avait quitté son arbre et sa ferme, courir le monde entier pour trouver le bonheur. Il avait tout connu, voyagé dans des pays entiers, il n'avait jamais trouvé le bonheur. Puis il revint vers 80 ans, vers son arbre et sa maison. Et là, il fut surpris de trouver au pied de son arbre le bonheur. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, comme on dit. Alors ça, c'est par rapport au présent. Seulement, le présent, évidemment, il est fondé sur un passé qui nous a formés. Notre vie entière est structurée parce que dans le passé, quelque part, nous avons eu une éducation, des parents qui nous ont structurés. Et donc pour Piaget, lorsqu'un homme, par rapport à son passé, a reçu ce qu'il fallait en dose d'amour, de reconnaissance, de structuration, il disait, il est valorisé. Il est évident que si un petit enfant, toute son enfance, on lui a dit « t'es grosse, t'es nulle, t'es moche », on aurait voulu avorter. Il n'est pas valorisé. De même, c'est très important pour les parents, quand le petit garçon amène un collier de pâtes pour la fête des mères, de le porter pendant une journée au moins, pour montrer comment on est content de ce magnifique cadeau. Les parents le savent instinctivement, et ils valorisent leur enfant. À l'inverse, lorsqu'on n'est pas heureux par rapport à son passé, et ça va avoir des répercussions sur son présent, puisque pour Piaget, la psychologie entière est dépendante. Il disait qu'on était culpabilisé. C'est pas une culpabilité où on serait vraiment coupable, mais on se sent culpabilisé quand sans arrêt on nous a fait des reproches, quand dans notre passé on ne nous a pas reconnus comme il fallait. Aussi, on est culpabilisé quand par exemple on nous a beaucoup aimés, mais qu'on ne nous a pas assez structurés, fortifiés par l'autorité.
C'est ce qu'on voit par exemple chez les jeunes filles anorexiques mentales. Souvent, elles sont pleines d'amour à la maison. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement perfectionnistes. Elles veulent tellement que leurs parents soient contentes d'elles qu'elles se culpabilisaient de ne pas être comme il faut. Certainement qu'il aurait fallu tailler dans ce sentiment particulier d'être parfaite dès la petite enfance et les rectifier par rapport à cela. Enfin, Piaget dit que par rapport au futur, ce qui fait un homme équilibré, c'est un sentiment de sécurité. Et on voit que c'est lié aux deux autres. Un homme qui serait valorisé par une bonne enfance, qui serait autonome dans le présent, ben il est assez sécurisé par rapport à l'avenir, parce qu'il a peur de pas grand-chose. À l'inverse, quand ça ne va pas, soit parce qu'on n'a pas confiance en soi par rapport au passé, soit parce qu'on est complètement mal dans son présent, on est angoissé. Insécurisé, ça veut dire qu'on a peur du futur, on ne sait pas ce qui arrivera, on se déstabilise. Donc on le voit comment ces trois sentiments du moi, développés par Piaget, sont dépendants. Et donc, une fois qu'on les a compris, qu'on a compris que ces trois sentiments, éprouvés de manière paisible, constituent le bonheur tel qu'il peut exister sur Terre, un sentiment de bonheur, de bien-être en tout cas, ben il reste à savoir où est-ce que l'esprit humain va trouver ce bonheur. L'homme, il est libre de choisir les finalités où il met son bonheur. Ce n'est pas le cas pour l'animal. L'animal, ça lui est imposé par la nature. Un animal, il éprouvera les trois sentiments psychologiques du moi, là, quand il aura ce qui correspond à sa nature. Par exemple, un chien, dans sa meute, à sa juste place. Le chef de la meute est très fort, il n'a pas envie de prendre sa place parce qu'il sait qu'il ne la prendra pas, eh bien il est équilibré à sa place. De même, dans une famille, un chien qui n'est pas le maître de la famille, qui est à sa juste place, qui sait exactement sa hiérarchie, éprouvera de l'autonomie par rapport à son présent, de la sécurité par rapport à son futur, et sera même valorisé par rapport à son passé. Il sera bien. Mais lui, pour être heureux, il lui suffit de biens sensibles, qui correspondent à son instinct. Donc pour un chien, de la nourriture, mais ce n'est pas le plus essentiel. C'est d'abord le climat social de sa meute. Ça, c'est essentiel pour lui. C'est un animal social. Et troisièmement, éventuellement, s'il a la possibilité d'avoir une femelle, des petits. Pour un crocodile, c'est beaucoup moins performant. Le crocodile n'a pas cette psychologie-là. Lui, ce qu'il lui faut, c'est de la nourriture. Voilà, point. Et il est heureux comme ça. Il a une psychologie beaucoup plus primitive. Il se contente de ça. Mais pour l'homme, si on donne à un homme de la nourriture, une femelle, on va dire, pour avoir des petits, c'est-à-dire si on le réduit à l'état de la vie animale, eh bien très vite on constatera que quelque chose ne va pas. Il n'arrive pas à se structurer, il n'est pas heureux, il lui faut autre chose. Et donc, dans la prochaine rencontre, avant de découvrir quel est le bien qui peut rendre heureux l'esprit humain, eh bien, par contre-exemple, j'analyserai certaines situations qui visiblement ne rendent heureux que de manière éphémère. Je veux dire par là qui donnent les trois sentiments du moi dont je viens de parler, certainement, mais comme des pièges, comme des miroirs aux alouettes, pour montrer ultimement quel est le bien qui peut, sur Terre autant que possible ce soit, rendre heureux l'esprit humain selon sa nature. Et donc lorsqu'on aura découvert ces biens qui peuvent rendre heureux l'esprit humain, on aura découvert la nature de l'esprit humain. De même qu'on ne découvre le gland que parce que le chêne manifeste ce qu'il était, eh bien on découvrira ce qui finalise un esprit humain lorsqu'on aura découvert ce qui le rend heureux. Voilà, chers auditeurs et chers internautes de Radio Maria France, c'était Arnaud Dumouche et à la semaine prochaine.